Nous allons commencer cette session 2. Alors là aussi, je vais très rapidement, pour introduire cette session, présenter le contexte en 2 mots encore. Alors, dans le Énergie 2050 a élaboré un rapport dans lequel l'Institut de la Méditerranée et FEMIS ont collaboré dans le cadre donc de notre partenariat. Ce rapport porte donc sur les enjeux climatiques en Méditerranée. Il met en perspective les réalités économiques des pays de la rive sud. Il donne des pistes d'action et propose un certain nombre de recommandations pour la mise en place de mesures de politique économique. Alors, un peu d'histoire sur ce rapport. Un premier draft a été présenté à la COP23 en décembre dernier. Il a bénéficié des débats, des retours, des multiples retours d'un certain nombre d'acteurs. Et du coup, la dernière version est vraiment toute chaude parce qu'elle a été finalisée, elle est sortie donc la semaine dernière. Je crois même, plus précisément, même vendredi, je crois même, on avait les versions vendredi. Donc c'est la version finale et toute récente. C'est un beau rapport. Je peux en parler puisque moi je n'ai pas écrit dedans, donc je suis complètement libre d'en parler. Et donc je trouve que c'est un très beau travail qui a été réalisé et qui fait vraiment le point sur ces enjeux climatiques sur cette région méditerranéenne. Je félicite l'ensemble des auteurs côté IEM, donc Constantin a participé. Côté FEMIS, c'est une autre collègue qui a travaillé et 80% du rapport est à mettre sur le compte d'énergie 2050 avec leurs propres partenaires aussi. Donc je vous félicite vraiment pour la qualité de ce travail et en plus d'être parvenu à le sortir juste avant effectivement cet événement. Donc un grand merci à vous tous pour cet énorme travail et l'énergie énorme, excusez-moi pour le jeu de mots, mais cette énergie énorme que vous avez mobilisée pour effectivement le sortir dans les temps. Merci beaucoup. Alors Constantin et Guillaume, vous allez présenter tous les deux une petite partie, parce que vous l'avez vu, vous l'avez feuilleté, hein, le contenu est assez dense. Donc vous allez tous les deux présenter rapidement, très rapidement, une petite partie de ce rapport. On est un peu tenu par le temps, nous devons libérer la salle à 13h10, dernier carat, c'est bien ça, Constantin ? Voilà, je vous laisse la parole. Merci Patricia. Donc je pense que je vais écourter ma présentation et aller droit au but. Tout d'abord, en effet, c'est un rapport qui est collectif. Il s'agit d'une copublication qui a été portée initialement par Énergie 2050 et ensuite l'Institut de la Méditerranée et FEMIS se sont joints à cette initiative. Cette publication a vocation à devenir une publication annuelle et à être accessible à l'ensemble de la communauté des acteurs intéressés sur les questions climatiques. On cherche à offrir une analyse pertinente et accessible à tous. Comment est-ce qu'on y arrive? En mariant justement des experts climat, comme ceux d'Énergie 2050, et des experts économistes en économie issus du FEMIS, sachant que dans nos études, nous faisons toujours un mix de chercheurs nord et de chercheurs sud, pour donner justement cette voie commune, cette voie méditerranéenne à nos produits. Il faut au minimum avoir des chercheurs académiques d'une université du Sud et des chercheurs académiques d'une université du Nord. Et comme ça, nos messages sont aussi plus facilement acceptés par les responsables politiques. On peut, comme le dirait très bien Stéphane Poufari, mieux témoigner des possibles en mariant justement experts des deux rives. Alors, en ce qui concerne ce rapport collectif, il offre une sorte de panorama approfondi des défis, mais aussi des opportunités liées au changement climatique en Méditerranée. Il se décline en 8 chapitres que je ne vais certainement pas détailler. On parle entre autres du processus des négociations internationales et de la position des pays du Sud dans la Méditerranée dans ce processus. On parle aussi des questions territoriales, des questions de transition énergétique, qui est véritablement un domaine clé en ce qui concerne l'action climatique. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Guillaume pourra mieux vous détailler. Pour notre part, nous nous sommes focalisés davantage sur le positionnement des pays du sud de la Méditerranée vis-à-vis de l'accord de Paris.
Pourquoi est-ce que nous concentrons davantage sur les pays du Sud? Car leur situation est très particulière. Il s'agit de pays dans lesquels vous avez de véritables opportunités de développement. On voit que malgré le printemps arabe, malgré une transition assez difficile, les opportunités en termes d'investissement en énergie renouvelable existent. Des chercheurs du FEMIS ont produit des estimations sur notamment le potentiel des énergies renouvelables au Maroc. Et si ma mémoire est bonne, le potentiel de création d'emplois avoisine les 500 000 emplois d'ici 2040 au Maroc dans la filière des énergies renouvelables. On voit aussi la Tunisie qui entreprend de véritables efforts. Donc, l'Algérie, donc véritablement une dynamique et des opportunités à saisir. Bien évidemment aussi des défis, parce que la Méditerranée, le sud de la Méditerranée est la région la plus concernée avec les questions de désertification, avec les questions alimentaires, avec la montée des eaux. On voit notamment que le delta du Nil est très très concerné, la ville d'Alexandrie, des menaces tangibles en Alexandrie en raison de l'élévation du niveau de la mer. Vous avez 40% de l'industrie égyptienne qui est basée là-bas. Donc de véritables questions et aussi qui dit opportunité et qui dit défi dit aussi possibilité de partenariat, possibilité de collaboration entre Nord et Sud pour développer des solutions. Donc c'est pour ces raisons-là que nous sommes focalisés sur ces pays. Et concrètement, nous avons examiné et comparé les communications nationales des pays du sud de la Méditerranée vis-à-vis des accords internationaux, vis-à-vis de l'accord de Paris. Sur une base pays, on note notamment que des pays comme le Maroc et Israël sont en avance par rapport à leur politique climatique. Nous avons d'autres pays où vous avez surtout des effets d'annonce et certains autres qui sont entre les deux, comme l'Algérie, comme la Tunisie, qui veulent prendre des mesures plus courageuses pour l'adaptation, mais qui manquent souvent des outils nécessaires ou de la législation adaptée. Donc nous avons essayé de comprendre les éléments de succès dans les stratégies de pays, en se focalisant davantage sur le cas marocain. Et on observe que ce qui compte en grande partie, c'est saisir le potentiel des énergies renouvelables et utiliser le financement externe de manière intelligente. Car vous avez un pays comme le Maroc, qui est le premier pays en termes de réception de fonds européens et internationaux dans la région MENA, et qui sait très bien les canaliser, notamment dans le projet Nour et dans d'autres initiatives d'efficacité énergétique. Par contre, aux antipodes, vous avez un pays comme l'Égypte qui peine davantage à appliquer son financement, qui est tout aussi élevé. Il faut oser des mesures innovantes, c'est ce qui se dégage dans notre rapport. Particulièrement au Maroc, on voit qu'en ce qui concerne les émissions de carbone, le pays guide le marché vers des systèmes à faible émission de carbone en réduisant les subventions publiques pour les combustibles fossiles et créant un terrain pour des sources d'énergie plus propres. Donc c'est un des rares pays qui a osé de retirer des subventions vers les énergies classiques et les orienter davantage en créant ce qu'on appelle un safety net pour des énergies renouvelables. Et in fine, les conclusions en ce qui concerne le positionnement vis-à-vis de l'accord de Paris seraient de dire que la coopération Sud-Med devrait être encouragée davantage. On voit que dans les différentes COP, dans les différents événements internationaux, les pays du sud de la Méditerranée sont relativement en aparté et ne forment pas un bloc concret pour présenter justement leur point de vue et pour mieux se concerter et pour mieux faire émerger un écosystème d'acteurs chez eux. Ce que l'on note aussi, c'est qu'il existe une pléthore, une panoplie d'outils et d'instruments déjà présents pour aider notamment les pays du sud de la Méditerranée dans la mise en œuvre des politiques d'atténuation et de sensibilisation. Donc vous avez d'une part l'Union pour la Méditerranée qui propose une vision générale, vous avez la Convention des Nations Unies qui fournit le cadre juridique. Vous avez des experts de réseau méditerranéen qui produisent la matière grise, je pense notamment au MEDEC, mais aussi à Énergie 2050, au réseau Anima ou encore FEMIS, qui peuvent être justement mobilisés pour agir comme des passerelles entre les différents acteurs et qui peuvent être valorisés pour les pays du sud de la Méditerranée. Un dernier mot. Il ne faut pas jeter la pierre aux pays du sud de la Méditerranée qui ne sont pas en avance, qui sont relativement en retrait sur les questions climatiques.
C'est vrai que nous avons nombreux effets d'annonce dans un pays comme l'Égypte, par exemple, et c'est quelque chose qui est souvent reproché à ces pays-là. Vous annoncez quelque chose, mais finalement, vous n'appliquez pas, les règles qui vous sont demandées. Oui, mais il ne faut pas oublier quel est le contexte économique et social très très particulier de ces pays-là. C'est pas très simple de dire à un pays du Sud, il faut enlever totalement vos subventions aux énergies traditionnelles. Il faut prévoir des politiques d'accompagnement pour justement protéger les populations qui risquent ensuite de tomber dans des situations de pauvreté externe, de tomber dans des situations qui engendrent un manque d'inclusivité et des inégalités croissantes. Je pense notamment au cas du Liban, qui est une bonne illustration. Un développement de réseaux de transport public qui respecte l'environnement signifierait que le système actuel des services de taxi, qui occupent une très grande partie de la population libanaise, se retrouverait caduque, et donc une grande partie de la population libanaise qui se retrouverait sans emploi. Pour cela, il faut former à nouveau un capital humain, il faut prévoir un système de compensation, il faut penser à des politiques d'accompagnement, tout en facilitant la transition vers une économie sobre en carbone. Mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. C'est donc un processus qui s'accompagne et qui se fait dans le temps. Et je pense que Guillaume pourra vous parler davantage de la question énergétique et des politiques à mettre en œuvre efficaces, mais qui en même temps sont en phase avec les réalités des pays du Sud. Merci. Merci Constantin. Guillaume, tu prends le relais ? Oui, je vais essayer d'être court. Merci Constantin. Déjà, ce rapport, il a été élaboré vraiment avec une ambition commune, c'est-à-dire d'informer avec différentes perspectives, ces perspectives économiques, des analyses pays qui ont été apportées par le FEMIS, mais aussi avec une revue plus globale des enjeux du changement climatique en Méditerranée. Et pourquoi, juste pour revenir en 2 mots sur la synthèse de ce rapport, pourquoi on choisit de publier ce rapport maintenant ? C'est que malgré tout ce qui a été dit dans la table ronde d'avant sur toutes les limites des négociations internationales sur le climat, sur le dialogue de Talanoa qui reste assez, dont les contours restent assez flous, sur les enjeux du financement qui sont avec des engagements qui sont insuffisants, sur le workbook, le manuel d'opérationnalisation de l'accord de Paris qui doit être adopté cette année, on est dans un processus qui est assez historique, révolutionnaire au niveau des négociations climat. Cette année 2018, malgré les limites du processus de négociation, c'est une année clé des négociations et pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc, il nous est à cœur, nous, Énergie 2050, de publier ce rapport avec le FEMIS et l'Institut de la Méditerranée pour faire un peu le point, justement, quelles sont les conséquences et quels sont les impacts de ce nouvel agenda climatique international pour la Méditerranée. On l'a rappelé, ça fait partie des hotspots. Le monsieur tout à l'heure parlait un peu des conséquences potentielles du changement climatique. Je vous invite évidemment à lire le rapport, parce que c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi, c'est pas pour nous. Il y a une revue justement des impacts potentiels du changement climatique en Méditerranée, et évidemment, à la lecture de ce rapport et des tendances actuelles en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et des tendances actuelles également économiques, démographiques, notamment dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, on est face à des défis qui sont potentiellement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On a des défis très forts, et comment la Méditerranée peut s'inscrire dans l'agenda climatique international pour répondre à ces défis. C'était ça la vraie question de ce rapport. Alors on n'est pas à notre coup d'essai, puisque un premier rapport un peu similaire, mais c'était une première version, disons, donc un premier coup d'essai, avait été fait pour la MedCop Climat qui avait été organisée à Tanger en juillet 2016. Et ce rapport avait d'ailleurs servi à l'élaboration du guide pour les participants et de l'agenda des solutions qui était directement issu de cette MedCop. Et une version actualisée avait été également publiée à l'occasion de la COP22 à Marrakech. Donc cette version, ça reprend un peu tous les éléments qui avaient déjà été écrits dans ces 2 précédents rapports que vous trouverez sur nos sites, tout en l'enrichissant avec les dernières avancées, avec les dernières actualités, et justement avec ces conséquences de l'agenda climatique international, le dialogue de Talanoa et l'accord de Paris, l'opérationnalisation de l'accord de Paris. Et ce qu'on voit en fait, c'est que au-delà de l'idée de se dire quels sont les impacts des négociations internationales sur le climat pour les pays méditerranéens, c'était de voir aussi, face à la limite du processus de négociation qui a été déjà évoqué à plusieurs reprises ici, comment la Méditerranée peut s'inscrire en territoire innovant pour faire face à ces enjeux-là. Comment la Méditerranée peut adopter une démarche proactive, justement pour faire face non seulement à ces enjeux à elle qui sont exacerbés par rapport à d'autres territoires,
mais aussi pour montrer peut-être un exemple de coopération régionale au niveau international, comment on peut faire face à la démarche climatique, comment on peut faire face à la transversalité de cette démarche en l'intégrant dans les politiques à une échelle régionale. C'était ça la vraie question. Et tout en intégrant évidemment les besoins du développement, parce que on n'est pas en train d'opposer les besoins du développement, notamment du pays des Sud et de l'Est de la Méditerranée, avec l'action sur le climat, tout simplement parce que l'action sur le climat vient exacerber les besoins du développement. Et on a aujourd'hui des structures, des évolutions économiques et sociales en Méditerranée, notamment dans les pays du Sud et de la Med, qui seront les plus impactés, non seulement en termes climatiques, donc avec des réchauffements plus marqués au Maroc et dans ces pays-là, avec une hausse du niveau des eaux, etc., mais en plus avec des évolutions démographiques, économiques, une croissance urbaine littorale qui sera plus importante et qui exacerbe ces inégalités. Donc la question climatique, et c'est pour ça qu'on parlait aussi d'opportunités malgré le danger que ça représente, c'est qu'on a une opportunité de définir des modèles de développement qui intègrent la question climatique, mais qui intègrent cette question climatique dans des questions de développement économique et social, en tant qu'opportunité pour un développement plus résilient, bas carbone, et comme l'a dit Stéphane, solidaire, ça c'est la petite touche énergie 2050. On a vu, comme l'a dit Constantin, tous les pays de la Méditerranée, que ce soit l'Union européenne avec une présentation commune, ou les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, ont présenté à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique des engagements sous la forme de contributions déterminées au niveau national, les CDN. Et aujourd'hui, il y a un vrai défi, comme l'a rappelé aussi Constantin et comme vous le lirez dans l'analyse pays, c'est qu'aujourd'hui, on a un véritable défi de la mise en œuvre de ces CDN. Alors en Union européenne, c'est un peu plus, on va dire que c'est un peu plus avancé, puisqu'on a déjà eu le paquet climat-énergie 2020, mais dans les pays du sud de la Méditerranée, il y a une vraie révolution de pensée, et cette question climatique, elle commence à peine à être intégrée dans l'ensemble des politiques. On a parlé du transport, on peut parler du bâtiment, on peut parler de l'énergie, on peut parler de tout ce qu'on veut. Et je parlerai un peu tout à l'heure aussi de la sécurité alimentaire, ce genre de choses. Et on a vu que si on reste à une échelle nationale, les pays, aussi volontaires soient-ils, ils font face à des limites. On parle du financement, mais ça peut être aussi les capacités, ça peut être aussi le manque d'intégration des politiques entre les différents domaines qui sont concernés par la question climatique. Et la question, c'est de savoir aussi comment on peut multiplier les initiatives, comment on peut décupler l'action climatique à l'échelle méditerranéenne en justement décloisonnant ces politiques et en allant au-delà de l'échelle nationale pour avoir une vraie stratégie intégrée méditerranéenne. Et c'était aussi la question, c'est aussi le but de ce rapport, comment on peut arriver justement à une ambition plus forte en intégrant toutes les thématiques dans une vision méditerranéenne du changement climatique. Pour vous donner un peu deux illustrations de cette nécessité en fait d'avoir une approche régionale, même si bon, on peut questionner le fait qu'il y ait une région méditerranéenne, mais en tout cas régionale à l'échelle euro-méditerranéenne des questions du climat. Si vous prenez par exemple les migrations, qui a un chapitre traité aussi par l'Institut de la Méditerranée, je crois, ou le FEMIS, les migrations climatiques, je pense que tout le monde en a entendu parler, vous ne pouvez pas traiter cette question des migrations uniquement à une échelle nationale. On a déjà du mal à le traiter à une échelle européenne, mais si vous prenez à une échelle nationale, vous allez au-devant de difficultés qui sont quasiment insoluble. Cette question-là, elle peut être traitée qu'à une échelle régionale qui permet de tacler aussi le problème à la source et d'organiser un peu les flux migratoires qui seront de toute façon là, au vu des pressions qui existent et au vu des tendances. On aura ce type de migration, on en a déjà. Mais l'idée, c'est de voir comment, à l'échelle méditerranéenne, en utilisant les structures de gouvernance qui existent, on parlait tout à l'heure de l'UPM, on peut parler du PAM, on peut parler de toutes les institutions, Plan Bleu, etc., qui travaillent à cette échelle. Comment utiliser ces structures-là pour faire face à ce type de questions, sachant que la question d'immigration, évidemment, elle est corrélée à tout un tas de questions, la question énergétique, la question alimentaire, la question de la pauvreté, etc. La question de l'adaptation dans les pays du Sud-Med. Je vais accélérer, pardon. Et la deuxième chose, le deuxième exemple que je voulais pour montrer, qui est cité dans le rapport aussi, et qui vient un peu appuyer cette nécessité d'une coopération accrue à l'échelle euro-méditerranéenne, c'est la question des financements. On a beaucoup parlé des financements climat. Aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et si vous analysez les financements climat, ce qu'on appelle les financements climat à l'échelle euro-méditerranéenne, les financements, et dans les pays du sud de la Méditerranée, les financements qui viennent de structures de la finance climat internationale, Fonds vert, Fonds pour l'adaptation et Fonds pour l'environnement, qui sont les trois organes dédiés, ils représentent que 4% des financements qui ont été alloués.
l'essentiel des financements proviennent d'institutions européennes, type AFD, type Banque européenne de développement et de reconstruction. Et ces organes européens, ça vous montre que, autant sur la question du financement, une coopération accrue à l'échelle euro-méditerranéenne pourrait permettre de rationaliser un peu tous ces financements. Et c'est là qu'est le véritable gisement, si on parle de financement actuel et si on parle de chiffres. Très clairement, les chiffres montrent que le gisement, à l'heure actuelle, il est là. Il est dans les structures européennes et donc une coopération accrue a aussi ce potentiel de débloquer plus de fonds pour le développement et pour le financement des actions climat dans les pays du sud de la Med. Alors, une autre chose, et là je vais essayer d'aller très rapidement, même si c'est un peu frustrant, c'est que vous avez aussi, pour accroître l'ambition, l'intérêt d'une vision méditerranéenne avec un agenda commun, c'est qu'aujourd'hui la Méditerranée a une richesse d'acteurs, on l'a tous compris, vous êtes tous partie de ces institutions, une richesse d'acteurs, une richesse d'initiatives, et qu'aujourd'hui ces initiatives, il faut les fédérer, il faut leur offrir une structure commune d'action qui permet de rationaliser toutes les actions, qui permet d'éviter la duplication des initiatives similaires, qui permet de rationaliser aussi le financement avec des effets d'échelle. Et pour cela, il vous faut quand même une dynamique méditerranéenne. Il vous faut aussi des dynamiques de mise en réseau. On parlera peut-être tout à l'heure de la Medcop avec Raymond. Mais vous avez tout un tas de dynamiques qu'il faut renforcer justement pour avoir un agenda commun à l'échelle méditerranéenne qui implique non seulement les États parties à la Convention, mais également les acteurs, gouvernements infranationaux, acteurs non étatiques, etc., qui s'impliquent déjà aujourd'hui dans des actions climat, mais ces actions climat doivent être mieux rationalisées, mieux intégrées. Et après, pour finir, donc, vous avez tout un tas d'opportunités d'action qui sont décrites dans le rapport et qui montrent un peu la transversalité de la question climat. On parle de l'énergie, par exemple. Évidemment, l'énergie, on peut parler de financement climat pour l'énergie, mais l'énergie, c'est aussi une question de développement avant tout. Et c'est une question économique avant tout. Quand vous avez des pays qui continuent à subventionner des énergies qui sont importées de l'étranger très chères et qui sont en plus polluantes, vous vous dites peut-être qu'investir dans les énergies renouvelables qui sont locales et avec les technologies qui existent, ce n'est pas forcément juste une question de climat, c'est aussi une question de développement de long terme. C'est aussi une question d'indépendance, c'est une question aussi de décroître la pression fiscale et la pression sur les budgets des États. Donc ça démontre aussi la transversalité de cette approche climat et le besoin d'intégrer cette question dans l'ensemble des politiques. On parle aussi des questions de genre et égalité des sexes. On parle aussi d'agriculture. L'agriculture et la sécurité alimentaire qui seront fortement impactés par le changement climatique. Mais si vous regardez l'agriculture aujourd'hui, vous verrez que les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée sont déjà extrêmement vulnérables, liées à des politiques qui étaient principalement dédiées à l'exportation. Et aujourd'hui, ça entraîne des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités ne sont en fait qu'exacerbées par le changement climatique, elles existent déjà. Donc l'idée, c'est voilà, pour ça qu'on dit qu'il y a une opportunité, c'est qu'enfin, on peut peut-être commencer à traiter les questions de fond. Et ça peut être fait, selon nous, qu'à une échelle régionale pour justement appuyer les pays dans leur politique. Vous avez également la question de la préservation de l'environnement. Il faut savoir que l'environnement, on parlait de tourisme. Oui, j'ai fini. On parlait de tourisme. Le tourisme en Méditerranée, il est quand même fortement dépendant de la préservation d'un environnement, de l'environnement méditerranéen. Et évidemment, cette question-là est fortement corrélée aux questions climatiques. Donc voilà, nous, l'idée, c'était vraiment du rapport, c'était comment on peut bâtir un agenda commun qui serve effectivement à la réalisation des CDN, mais qui également permettent à la Méditerranée de s'inscrire dans un développement résilient et de long terme. Merci, je suis désolé. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très intéressant, on te pardonne. Blanca, je vais vous laisser la parole. Donc, Blanca Moreno-Dodson, qui est directrice générale du Centre pour l'intégration en Méditerranée, le CMI, donc, qui est rattaché à la Banque mondiale et donc localisé à la Villa Valmer à Marseille. Blanca, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour à tous et toutes. Je suis très reconnaissante de votre invitation. On est ravis d'être ici pour représenter le Centre d'intégration en Méditerranée qui, à la différence de la plupart des institutions qui sont représentées ici aujourd'hui, on n'est pas expert en changement climatique du tout, mais on collabore avec les experts, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement, je vais dire que nous sommes, comme Patricia a dit, un partenariat entre la Banque mondiale et les gouvernements de la France, y
compris les ministères des Affaires étrangères et d'économie, aussi bien que la région PACA et la ville de Marseille, qui a la gentillesse de nous accueillir dans cette ville ensoleillée en Méditerranée. Et nous travaillons sur des vecteurs d'intégration méditerranéenne, seulement sur ce qu'on appelle les biens publics régionaux. Dans ce contexte, on s'intéresse au changement climatique, bien évidemment, et on se concentre sur deux vecteurs qui nous offrent l'opportunité de trouver des solutions aux défis communs de la région et qui sont notamment l'énergie et l'eau. Et surtout aujourd'hui, je vais parler du secteur énergie. Mais avant de commencer avec une présentation que j'avais envoyée, je voulais, je ne sais pas s'ils vont la mettre, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec la vision qui vient d'être exprimée par rapport au rapport que vous avez finalisé, pour dire que le changement climatique, il ne faut pas le voir comme un secteur additionnel. Il faut plutôt penser à voir comment les modèles économiques de développement, dans ce cas-là de la Méditerranée, peuvent être revus à la lumière des défis actuels du changement climatique. Il ne faut pas le mettre dehors, il ne faut pas se faire des soucis par rapport au financement additionnel, mais plutôt revoir ce qu'on fait pour promouvoir la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté qui tient compte des défis actuels parce que le changement climatique est une réalité. C'est comme ça que je partage aussi votre vision. Donc, ça à titre d'introduction. Et maintenant, pour commencer avec ce que j'avais préparé. C'est ici? D'accord. Donc, je voulais, comme j'ai dit, je vais me concentrer surtout sur le secteur énergie et dire, pour commencer, que en fait, les énergies renouvelables constituent un passage obligé des accords de Paris. La transition énergétique et la décarbonisation totale du secteur électrique constituent, comme j'ai dit, le passage obligé. C'est nécessaire de changer l'échelle du développement des énergies renouvelables et la Méditerranée constitue le terrain idéal, surtout pour le solaire, non pas seulement parce qu'il y a les ressources, mais aussi parce qu'il y a un marché pour le développement de ces énergies. Je pense qu'on est tous d'accord sur les principes, mais il faut voir comment on va gérer surtout cette transition, surtout en tenant compte des problèmes d'intermittence. Alors, qu'est-ce que je veux dire par intermittence? La suivante. Avec ces graphiques, je trouve toujours que la graphique vaut mieux que, comme on dit, 1000 paroles. Et on peut voir comment la production et la consommation n'évoluent pas de la même façon. Comme vous pouvez voir ici sur la gauche, c'est l'énergie éolienne et sur la droite, l'énergie photovoltaïque. Et vous voyez bien comment la consommation fluctue par jour, par mois, par période de l'année, etc. Et pas nécessairement au même rythme que la production. Alors le défi est vraiment d'adapter. On peut voir comment on peut moduler les deux, la production et la consommation. Bon, la consommation est beaucoup plus rigide, mais il y a aussi des moyens intelligents de la moduler. Mais c'est, je pense, au niveau de la production qu'on peut faire un peu plus. Alors ici, il y a quelques exemples. Les centrales sont modulables et les experts qui sont dans la salle connaissent le sujet beaucoup mieux que moi. Et au niveau de la demande, qui, comme j'ai dit, est assez inélastique, il y a aussi quand même des moyens pour la moduler. Par exemple, les compteurs intelligents, il y a des moyens pour les entreprises pour planifier en avance la production, la consommation et s'adapter à ce rythme des consommateurs. Les tarifs, bien sûr, en tant qu'économiste, on sait que les prix et les tarifs, c'est ça qui va aider aussi à réguler la consommation. Et le stockage, et là on a mis la photo du barrage, mais il y a aussi d'autres façons de stocker, par exemple les véhicules électriques, vraiment ce sont des moyens de stockage d'énergie. Et finalement, et voilà, c'est ça le sujet qui nous convoque aujourd'hui, l'intégration régionale. La meilleure façon de faire face à cette volatilité
de la consommation, c'est de voir quels sont les liens qu'on peut établir au niveau de la région pour répondre à ces défis. Et là, la photo, ce n'est pas la Méditerranée, c'est le nord de l'Europe, la Scandinavie. Le Danemark, comme vous savez, c'est le champion des énergies renouvelables. Et ils ont établi, ils ont trouvé la façon de compenser entre la Danemark et la Scandinavie, une façon d'échanger les types d'énergie, parce que les autres pays ont beaucoup d'énergie hydraulique, alors que la Danemark a l'énergie éolique. Alors, c'est clair que les échanges entre les pays permet d'avoir un menu de sources d'énergie renouvelables et qui permet vraiment de satisfaire la demande sans avoir des intermittences. Alors, l'intégration méditerranéenne permet bien sûr une meilleure gestion des caractéristiques des marchés des énergies. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais bon, nous savons bien qu'en Méditerranée, nous avons le soleil, une grande partie de la journée, et on peut se permettre aussi d'avoir ces bouquets d'énergie diversifiés, partager les réserves et avoir une zone d'équilibrage élargie. La coopération régionale en Méditerranée, comme vous le savez, fait partie du paquet d'Energy for All de l'Union européenne. Et nous, on travaille au CMI en collaboration avec eux pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour les pays du Sud. Parce que déjà, il y a beaucoup d'alliances, comme vous le savez, dans le nord de la Méditerranée et surtout en Europe par rapport aux connexions énergétiques, mais ces connexions sont beaucoup moins développées dans le Sud. Et c'est là où on essaye d'avoir, nous, un impact. Mais avant de parler de ça concrètement, de ce qu'on fait au CMI, je voulais vous montrer dans ce map un peu ce qu'on appelle le hardware et le software. Le hardware, c'est-à-dire les connexions qui existent déjà et qui sont en noir, celles qui sont en étude en ce moment, par exemple entre le Maroc et l'Espagne, il y a déjà une connexion qui fonctionne, entre l'Italie et la Tunisie, au début, si je comprends bien, cette construction, le développement est toujours au début, ça avance doucement, mais ça avance. Et il y a beaucoup d'autres interconnexions. Et là, on parle vraiment de la construction qui va... comme vous le savez, de façon qui connectent les pays à travers la mer, n'est-ce pas, et qui représente un investissement considérable. Donc, il faut le construire seulement si on sait bien qu'on va les utiliser. Ce n'est pas bon marché. Et là, il faut aussi impliquer la Banque mondiale, les autres banques qui aident les pays du Sud, par exemple, à la construction. Et ensuite, il y a tout ce qui est le software, la construction de ces interconnecteurs ne va pas fonctionner s'il n'y a pas aussi une harmonisation des règles de fonctionnement, la coopération technique entre les gestionnaires de l'eau, la création d'entités de régulation. On a parlé tout à l'heure de la coordination aussi des lois, l'adaptation du droit qui permettrait donc aux interconnecteurs de bien fonctionner et bien sûr une cohérence au niveau des prix. On n'a pas le temps de parler de la taxe du carbone, mais vous le savez bien qu'en Méditerranée, les différentes taxes de carbone qui s'appliquent dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Alors, une harmonisation, ce qu'on appelle le software, permettrait le meilleur fonctionnement de tout ce qui est les interconnecteurs en tant que tels. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous avant au CMI, on fait plus que réfléchir, on est actif, on travaille très proche avec la Commission européenne et beaucoup d'autres acteurs qui sont ici, les Plans Bleus, FEMIS et beaucoup d'autres instituts qui travaillent avec nous sur ce thème. On essaye de partager le savoir et échanger des opportunités, surtout aussi pour renforcer les capacités des pays du Sud. Nous avons fait un atelier dernièrement à Bruxelles et on peut partager aussi les résultats. Nous avons la semaine de l'énergie qui vient au mois de juin aussi à Bruxelles et nous avons ouvert à d'autres partenariats avec vous. Les sujets qu'on couvre sont plusieurs, mais par exemple on parle de la réforme fiscale au service de la transition énergétique en Méditerranée, comment aussi, non pas seulement comment définir l'impôt, mais aussi comment allouer les recettes qui sont générées par ces taxes sur le carbone. Et l'objectif est vraiment d'aider les pays à mieux définir et mettre en place les contributions nationales définies et d'une façon coordonnée en Méditerranée.
Et il y a aussi, puisque nous avons la Banque mondiale en tant que partenaire du CMI et la Banque européenne d'investissement, nous voulons aussi donner un soutien à tout ce qui est les partenariats publics-privés pour les investissements dans les interconnecteurs et aussi pour la définition du cadre réglementaire et les conditions de financement. Et nous nous intéressons beaucoup, mais on n'a pas le temps de couvrir le thème dans cette séance, au nexus eau, énergie, alimentation, et en partie grâce à l'énergie solaire et la technologie, comment elle se développe. Mais nous sommes ouverts à vraiment développer cet agenda avec vous. Seulement pour finaliser, ici je voulais montrer un peu que bon, c'est encourageant de voir qu'il y a tellement d'acteurs impliqués et aussi que les initiatives se multiplient à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau financier, au niveau technique, réglementaire, industriel et juridique. Et là seulement, c'est une illustration des acteurs qui sont déjà impliqués, par exemple les associations de gestionnaires des réseaux au niveau technique, au niveau financier, l'Union européenne, la Banque mondiale, la BEI, la BERD, etc. Au niveau industriel, il y a Massen qui est très active au Maroc, et bien sûr au niveau politique, comme ça a déjà été mentionné au cours de la journée, l'Union pour la Méditerranée, la Ligue arabe, etc. Donc on est nombreux, c'est pour ça que je suis contente que FEMIS a pris cette initiative de nous rassembler et peut-être à la fin de la journée, nous allons peut-être concevoir une feuille de route pour travailler ensemble. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Blanca et merci aussi d'avoir souligné l'importance effectivement de notre collaboration et l'agenda qui est devant nous effectivement dans le futur. Je vais donner la parole à Hélène Lemaître-Curie, qui est directrice du Plan Bleu, notre partenaire aussi de l'Institut et de l'Institut de la Méditerranée et du FEMIS. Je vous laisse faire votre présentation. Oui, bonjour à tous. Il y a une présentation aussi qui est disponible. Bonjour et merci de cette invitation et on se réjouit de ce partenariat sur lequel on a l'occasion de construire et soit de vous inviter à des activités qu'on organise, soit de participer aux vôtres et c'est une grande richesse dans nos activités. Donc juste quelques mots pour présenter le Plan Bleu. Donc le Plan Bleu a été créé il y a 40 ans. Maintenant, on fêtera cette année le 5 juin notre 40e anniversaire et discuterons à cette occasion de sujets qui prolongent un petit peu aussi la discussion d'aujourd'hui, notamment sur l'avenir, sur la prospective et sur les transitions en Méditerranée et la façon dont on peut organiser ces transitions. Donc le Plan Bleu, créé il y a 40 ans comme un centre d'observation et de prospective qui s'insère dans un système plus large, donc dans le système des centres et du secrétariat qui appuie la mise en œuvre du plan d'action pour la Méditerranée que Cassia Marini a présenté tout à l'heure, donc une mobilisation des pays du pourtour méditerranéen, aujourd'hui 21 pays et l'Union européenne, qui ensemble ont adopté ce plan d'action et la Convention de Barcelone qui donne une base juridique à cette collaboration sur des questions environnementales en Méditerranée et notamment sur la question du changement climatique. Au sein de cette collaboration et des différents centres qui appuient sa mise en œuvre, le Plan Bleu se positionne sur des questions d'observation, sur des questions de prospective, mais plus largement sur un message, un principe fondateur qui est de reconnaître que les questions environnementales et les questions de développement sont intimement liées et que pour analyser et pour conseiller les pays, pour fournir des informations pour la décision publique sur des questions environnementales et faciliter la mise en œuvre de la Convention de Barcelone, il est extrêmement important de tenir compte de dimensions sociales, de dimensions climatiques et de mener des analyses qui soient des analyses systémiques, des analyses intégrées. Voilà, donc parmi les thèmes dont nous nous occupons, l'observation, la prospective, l'intégration du changement climatique comme une priorité dans l'ensemble des autres domaines sur lesquels nous travaillons, l'accompagnement de la transition vers une économie verte et bleue, qui est aussi une question qui peut intéresser des partenariats avec des acteurs privés, mais aussi avec des territoires, et la question donc d'apporter un éclairage socio-économique à ces décisions.
Donc aujourd'hui, l'objectif c'était de présenter quelques-uns des enjeux du changement climatique. Je vais aller rapidement parce que je pense que beaucoup d'entre nous les connaissent. Mais pour nous, l'aspect qui est important, c'est que vraiment le changement climatique, il s'insère entièrement dans cette question d'interconnexion entre les problématiques. Il exacerbe des effets, des fragilités, comme on l'a dit tout à l'heure, qui étaient déjà existants. Et donc, pour nous, ça vraiment remet en avant l'importance de cette analyse systémique, d'une prise en compte des effets cumulés. On a beaucoup parlé déjà du nexus, alors son périmètre varie selon les intervenants, mais là, au moins la question de l'eau, des sols, de l'énergie, de l'agriculture sont des questions qui, notamment en zone côtière, sont extrêmement interconnectées et vont être impactées comme un ensemble, comme un système d'ensemble par le changement climatique. Donc ces enjeux aujourd'hui, ils justifient, on l'a déjà dit, une mobilisation régionale peut-être encore renforcée et des partenariats, donc de s'inscrire dans des partenariats existants. C'est ce que nous faisons dans le cadre de la Convention de Barcelone. Nous avons donc un mandat clair des pays pour les accompagner dans la préparation de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques, d'un point de vue global, mais aussi des partenariats encore renforcés entre les décideurs, les scientifiques et les praticiens. Et notre collaboration avec le réseau MEDEC, dont Cassia a parlé, il s'inscrit vraiment dans cet objectif-là, c'est-à-dire de poursuivre et de renforcer encore les interactions qu'on peut avoir avec la science et d'insérer ces interactions dans l'ensemble de nos activités. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Donc le premier enjeu dont on peut parler, c'est l'enjeu de l'atténuation. Et ce qu'on voit en Méditerranée, c'est que dans les années 60, mais même dans les années 90 et même au milieu des années 2000, les enjeux d'atténuation se posaient essentiellement sur le nord du bassin. Aujourd'hui, on est sur des enjeux d'atténuation qui sont équivalents au nord et au sud et à l'est du bassin. Donc des transitions qui sont liées entre autres à des phénomènes démographiques, mais aussi à donc des politiques qui commencent à porter leurs fruits dans certains pays du Nord, et un enjeu de coopération pour arriver à régler ensemble, trouver des solutions ensemble sur ces questions d'atténuation qui est aujourd'hui beaucoup plus fort que ce qu'il était il y a 20 ans. On peut continuer. Des enjeux ensuite d'adaptation, et la question de l'adaptation est au cœur de beaucoup de réflexions que les pays nous demandent de porter au sein de la Convention de Barcelone. On parle de hotspot du changement climatique, mais c'est vrai que pour nous, le MEDEC vient apporter des chiffres sur ces questions de hotspot. Et on le voit, donc à travers les travaux du GIEC, on voit qu'il y a un scénario particulièrement négatif qui est déjà centré autour d'une augmentation de 4 degrés à peu près à la fin du siècle. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est déjà sur des augmentations de température en Méditerranée qui sont significativement supérieures à ce qu'elles sont au niveau mondial. En termes d'enjeux concrets, si on prend par exemple le cas des villes, on sait que 2 Méditerranéens sur 3 sont des urbains. On a des résultats scientifiques qui nous disent, par exemple, que sur les villes orientales, dans la zone orientale du bassin, d'ici la fin du siècle, les mois d'été les plus froids seront plus chauds que les mois d'été les plus chauds d'un siècle auparavant. Donc on est vraiment sur des phénomènes de risque d'îlots de chaleur, de vagues de chaleur, et donc des besoins de concevoir autrement les villes qu'il faut prendre en charge dès maintenant. Enfin, vous n'avez pas la visibilité des chiffres ici, mais on pourra faire circuler les références. On est vraiment sur des niveaux d'augmentation de température qui sont extrêmement élevés, avec des fréquences très élevées. Changement climatique en Méditerranée, on est aussi, on l'a dit tout à l'heure, sur une concentration urbaine sur le littoral, une concentration qui s'étend, enfin qui s'accentue, on le voit sur ce graphe, et donc des problématiques qui vont être liées à la montée de la mer, à l'érosion, à la salinisation des nappes en lien avec une surexploitation et une augmentation du niveau de la mer qui vont être particulièrement vives en Méditerranée.
Un autre cas qui est bien connu, c'est la question de la pluviométrie et de la sécurité en eau, avec des projections de diminution de la pluviométrie, notamment sur certaines saisons, et donc une accentuation de situations qui sont déjà sur le sud du bassin très critiques, avec des fortes inégalités qui devraient encore s'accentuer. On peut continuer. Et puis, juste pour citer un troisième exemple, on ne va pas parler de tous les impacts du changement climatique aujourd'hui, mais un troisième exemple des enjeux, l'effet de l'acidification, dont on commence déjà à percevoir l'impact en Méditerranée et qui aura un impact à la fois sur certains coraux, par exemple, mais aussi sur l'aquaculture, sur les mollusques, avec donc un impact multidimensionnel sur un ensemble d'activités qui peuvent être aussi bien touristiques qu'aquacoles. Alors on n'a pas parlé, je n'ai pas parlé de l'augmentation du niveau de la mer, du changement du régime des vents, voilà, et d'un ensemble d'autres facteurs qui vont venir parfois se cumuler pour impacter des activités en Méditerranée. Donc la question qui peut se poser, c'est celle de secteurs économiques qui seraient à réinventer, de métiers qui pourraient se transformer. On a parlé déjà du tourisme. M. Roata a déjà cité les chiffres du tourisme et des enjeux qu'il représente en Méditerranée. Donc un secteur qui a énormément augmenté, dont les prévisions sont encore à une augmentation. On parle de 500 millions en 2030 sur l'ensemble des pays méditerranéens, mais aussi des vulnérabilités. On voit ce qui se passe en cas de conflit, en cas de risque. Et même, par exemple, en France, les dernières analyses sont que le tourisme sur le littoral, en tout cas en saison estivale, a tendance à stagner, avec une possibilité d'effets report d'une région vers l'autre qui sont importantes. Et donc des systèmes de tourisme durable qui ont émergé, mais qui devront certainement monter en puissance pour préserver ce type d'activité dans les années à venir. Un autre secteur qui illustre bien la question des effets cumulés, c'est le secteur de la pêche, donc qui a beaucoup souffert et en Méditerranée de la surexploitation, mais aussi sera impacté par un ensemble d'effets du changement climatique. On peut continuer. Voilà, l'agriculture, on en a déjà parlé. Là aussi, une conjonction à la fois d'effets et de dimensions à prendre en compte. Pour réagir dans ce contexte-là, donc les pays de la Convention de Barcelone ont inscrit l'adaptation au changement climatique dans 3 de leurs documents stratégiques les plus récents. Donc la stratégie à moyen terme du plan d'action pour la Méditerranée. Ils ont préparé un cadre régional pour l'adaptation au changement climatique pour les aires marines et côtières, puisque c'est là-dessus que la Convention se spécialise. Et puis surtout une stratégie méditerranéenne pour le développement durable qui fait de l'adaptation et du changement, de l'intégration du changement climatique dans l'ensemble des politiques un axe fondateur. On peut continuer. On voit donc que les différentes questions dont on a parlé aujourd'hui, collaboration, renforcement des capacités, identification et diffusion des meilleures pratiques, mécanismes de financement, coopération scientifique, sont au cœur des préoccupations que portent ces pays. Et pour nous, Plan Bleu, ça se traduit dans la pratique, donc d'abord par le renforcement de la coopération avec le MEDEC, on en a parlé, mais pour nous, c'est un vrai mandat que nous donnent les pays. C'est-à-dire que les 3 documents dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les 3 documents, les pays ont demandé à ce qu'il y ait un renforcement de l'interface sciences politiques, notamment sur le changement climatique. Ensuite, et puis on parle d'interface sciences politiques, mais c'est aussi une interface sciences politiques pratiques, parce qu'on pense que les remontées de l'expérience des praticiens, les remontées de l'expérience du terrain sont au centre des solutions qu'on va pouvoir proposer pour l'avenir. Sur ces thématiques-là, le Plan Bleu, concrètement, se mobilise aussi pour mettre des outils à la disposition des pays, pas seulement des analyses, des outils d'identification des risques côtiers, des outils d'évaluation économique, socio-économique, de problématiques locales qui permettent notamment de valoriser des solutions fondées sur la nature qui sont qui sont parfois davantage pérennes et coût efficaces que des solutions techniques dans un contexte de changement climatique et des méthodes de planification participative. Je vais conclure. Voilà. On peut passer quelques publications récentes. Et puis surtout, pour le Plan Bleu, 2 nouvelles analyses qui sont pour nous des travaux fondateurs qu'on est en train de relancer suite à une décision des parties en décembre dernier.
on relance la préparation de 2 types de rapports qui ont fait un peu le mandat original du Plan Bleu, donc qui ont justifié son existence. D'abord, un rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée que nous ont demandé les parties et qu'elles nous ont demandé de construire dans une démarche partenariale, donc en mobilisant un ensemble de partenaires et beaucoup de ceux que nous mobiliserons ou que nous avons déjà commencé à mobiliser sont aujourd'hui ici dans cette salle. Et puis un deuxième exercice qui est un exercice de prospective à l'horizon 2050 et dont l'objectif très ambitieux que nous ont fixé les parties, c'est que ce soit un exercice pas seulement d'experts, mais une prospective qui construise des visions pour la Méditerranée de manière participative en reconnaissant qu'autour du bassin, il y a des points de vue qui peuvent être très différents. Qu'il peut y avoir des points de vue différents dans des pays, dans des réseaux d'acteurs, et qu'il faut en tenir compte pour construire des visions partagées et travailler surtout, et les pays ont aussi insisté là-dessus, sur les transitions. Donc le sujet de la journée d'aujourd'hui, pour nous, il est très porteur. Merci. Merci à vous. Merci aussi pour cette présentation vraiment très riche. Raymond Van Hermen, pardon, je vous laisse la parole. Vous êtes conseiller du président de l'European Partners for the Environment. Vous êtes vice-président du groupe de prospective Comité 21 France et trésorier de l'European Water Partnership. Bonjour. Je concentrerai mes commentaires sur le rapport. Et je le fais en ayant été facilitateur de plusieurs rencontres qui ont été organisées dans le cadre de la MEDCOP à Tanger et puis à Marrakech sur la finance. Et ce que je voudrais suggérer, après avoir félicité les auteurs pour un remarquable rapport, et pour ne pas redire ni ce que Stéphane ni ce que Guillaume ont déjà dit sur les questions financières, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer d'identifier avec vous quelles initiatives en domaine politique, quelles initiatives dans le domaine de la recherche et quelles initiatives dans le cadre du rapport 2019 pourraient résulter de votre rapport 2018. D'abord, les recommandations que je pourrais faire pour faire le lien avec les initiatives politiques. Et sur le plan européen, je voudrais en rappeler 2. La première, c'est que ce débat commence à se débattre en fait le budget pour l'Union européenne 2020-2027. Vous avez des parlementaires européens, si je ne me trompe, il y en a même un qui est président de la région. Je pense qu'il serait très intéressant de leur faire parvenir une note sur les conclusions que vous tirez de votre rapport pour ce qui concerne les orientations que devrait prendre le budget pour 2020-2027. Si vous ratez ce coche-là, au niveau européen, bonjour les dégâts. Premièrement. Deuxième initiative au niveau européen, comme vous le savez sans doute, le président Macron a proposé le lancement de consultations citoyennes, dans lequel d'ailleurs il y a un questionnaire de la Commission circule où le mot développement durable ne figure pas, ce qui montre qu'on est très loin d'avoir au niveau politique le cadre souhaité. Mais je voudrais vous rappeler qu'au niveau européen, la Commission adoptera à l'automne son document de réflexion sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable par l'Union européenne dans les années à venir. Et en décembre de cette année-ci, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement traitera du futur de l'Europe sur la base des résultats des consultations. Si j'en parle, c'est parce que je pense que la question de la coopération euroméditerranéenne devrait se trouver reprise dans ce contexte-là. Et de nouveau, c'est un message politique qu'il faut construire et qu'il faut porter. Pour votre information, il y a une conférence qui aura lieu à Milan le 31 mai sur le thème « Les objectifs du développement durable, le climat et le futur de l'Europe » qui portera là-dessus. Je vous invite à venir à participer à cette réflexion sur un nouveau narratif pour l'Europe. Et dans le nouveau narratif pour l'Europe, c'est l'Europe qui coopère, notamment avec la Méditerranée. Il y a un troisième niveau politique que je voudrais mettre en évidence, c'est le G20. Alors, le G20
Font partie du G20 officiellement la France, l'Italie, et pays invités l'Espagne. Font aussi partie les pays arabes comme l'Arabie saoudite. Le G20 se réunit cette année-ci à Buenos Aires, en Argentine. Et le G20 a parmi ses groupes de travail, 2 groupes de travail, donc de représentants de gouvernement, l'un sur la finance inclusive et l'autre sur la finance durable. Dans ce contexte-là, il y aura une conférence qui aura lieu à Buenos Aires le 20 et 21 septembre, dont le thème c'est « Peuple et planète, finance inclusive pour l'inclusion sociale ». Parce que je pense qu'il y a un élément totalement déterminant, et en particulier pour la région euroméditerranéenne, c'est la finance inclusive. Alors, il existe des lignes directrices qui ont été définies par ces gouvernements, et qu'il serait intéressant que vous lisiez pour voir à partir de là quelles recommandations vous pourriez faire. Si je dis tout ça, c'est parce que je voudrais en venir au 4e axe de réflexion politique, qui est celui qui fait l'objet du titre de notre conférence, les territoires et comment nous pouvons créer un nouveau moteur. Et de ce point de vue-là, par rapport aux grandes réflexions sur quels sont les grands fonds, où va l'argent, on sait quels sont les pays qui sont les pays bénéficiaires essentiels, le Maroc, la Turquie, la Tunisie et l'Égypte, pour ce qui concerne les pays du Sud. Reste à savoir aussi comment les pays de l'Union européenne utilisent l'argent de l'Union européenne sur le thème des climats, puisqu'il y a pas mal de pourcentage de l'argent de l'Union européenne qui est dédié climat. Votre rapport n'en dit rien. Peut-être que celui de 2019 pourrait être un peu une bombe en apportant quelques éléments d'information sur ce sujet, parce qu'il y a une question d'impact à évaluer. Cela dit, je voudrais souligner qu'il y a énormément d'innovations qui se font dans le domaine financier. Le président Macron, lorsqu'il a organisé cette rencontre One Planet à Paris en décembre de l'année dernière, parlait de 3 révolutions. La révolution du digital, la révolution de l'environnement, et y penser climat, et la révolution de la finance. Il y a des rapports sur la finance durable, je ne vais pas entrer dans le détail sur le sujet. Il y a toute une série d'innovations quant aux instruments, je ne vais pas entrer dans le détail non plus. Mais une des principales leçons qu'on a retirées des réunions de Tanger et puis de Marrakech, c'est que le moment est venu de dire aux financiers, c'est fini le temps où c'est vous qui décidiez pour nous. Maintenant, c'est le moment du bottom-up. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'élément essentiel qui est résulté des conférences que nous avons faites dans le cadre de la MEDCOP, c'est de dire qu'il faut que sur les questions de la finance, ce soit les autorités territoriales, la région, le département, la ville, qui mettent en place une table ronde de la finance et qui mettent autour de la table, dans ce contexte-là, à la fois la chaîne de valeur du monde de la finance, parce que le monde de la finance, ce n'est pas un bloc uni. Ça va depuis ceux qui amènent des fonds qu'on appelle les obligations vertes, ou tous les grands fonds comme ceux de la Banque mondiale et d'autres. Ça va jusqu'à la microfinance, en passant par les fonds qu'on met à disposition des PME, etc., etc. Ça, c'est la chaîne de valeur de la finance. Eh bien, il faut mettre tous ces acteurs d'un côté et de l'autre, tous les citoyens qui en ont besoin. Tous les citoyens qui en ont besoin, c'est-à-dire les PME, les petits commerçants, les écoles, les professeurs, les responsables des infrastructures de transport et, bien entendu, tous ceux qui sont en charge du secteur de la construction et de l'amélioration, de la rénovation du bâti. Quand on aura mis tous ces gens-là autour de la table, on aura un tout autre discours et un tout autre agenda, en particulier parce qu'on pourra mettre en concurrence nos grandes banques qui sont présentes ici dans cette magnifique ville de Marseille. Elles sont toutes en concurrence sur ces produits divers. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut les mettre autour de la table et leur dire voilà quels sont nos besoins sur le plan du territoire, la région, le département, la ville. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà les partenaires qui sont autour de la table. Maintenant, vous allez nous dire comment vous allez nous aider à le faire dans le contexte de la transparence qui est en train de se mettre en place. Parce que ça, c'est un des points qui est intéressant dans l'exercice du G20, c'est qu'on travaille beaucoup sur la transparence. Donc, il faut renverser l'approche et développer ces partenariats. Et je termine par un autre axe qui rejoint aussi toute la réflexion sur
mesurer, vérifier, rapporter. Il y a 15 jours, j'ai participé à l'organisation d'une réunion qui s'est tenue en Suisse, dont la responsabilité avait été prise par une fondation de la finance islamique, auquel est venu des représentants des Nations Unies, l'UNEP et autres. Et le thème, c'était la blockchain et la finance. Pourquoi? Parce que si l'on veut avancer de façon sérieuse sur le plan de la mise en œuvre des projets et de leur financement, il faut mettre en place un système de traçabilité, un système qui permette un dialogue entre les différents types d'acteurs pour vérifier l'évolution du processus, et un système qui permette de mettre fin à la corruption. Sur ces trois objectifs-là, nous sommes, mesdames, messieurs, comme nous étions il y a 10 ans avec Internet, au tout début d'une utilisation d'une nouvelle technologie, la blockchain, il y a des bouquins là-dessus, je ne vais pas entrer dans le détail, qui permettent de créer les conditions de nouveaux types de partenariats. Eh bien, la finance islamique, qui s'intéresse au développement durable, parce qu'il y a la banque de la finance islamique sur le développement durable également, et avec un certain nombre de partenaires, notamment marocains, nous nous intéressons à ces questions-là. Et nous allons mettre en place, et je termine par là, et nous allons présenter à Milan le 30 mai un accord de partenariat renforcé sur le thème « Finance inclusive, durable et la blockchain ». Et quand on est avec la région méditerranéenne, euro-méditerranéenne, aussi avancée quand on compare à d'autres parties d'Europe et du monde, sur les questions de collaboration entre différents types d'acteurs, sur les progrès qu'on peut faire, maintenant c'est le moment de vous investir là-dedans, parce que c'est l'occasion de lier l'innovation politique, l'innovation sociétale et l'innovation technologique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors vous êtes exactement dans, on dirait qu'on était ensemble la semaine dernière parce que justement on a parallèlement au climat un grand projet sur l'entrepreneuriat social qu'on aimerait mettre en place et ce qu'on aimerait créer, c'est une plateforme justement qui mette en face les besoins. Alors on a pensé plus à l'entrepreneuriat social, mais on pourrait tout à fait l'étendre, et j'y pensais pendant les discussions tout à l'heure, l'étendre aux questions environnementales et au développement durable, qu'on puisse mettre effectivement face à face les besoins de financement avec l'ensemble des acteurs de financement. Et un autre point aussi, c'est que nous avons dans la salle un spécialiste de la blockchain, parce que c'est des problématiques qui nous intéressent au plus haut point quand on travaille sur les questions de développement dans des pays qui sont en pleine phase de transition. Effectivement, ces nouveaux instruments qu'offre le numérique est un espoir, est une possibilité, une opportunité absolument incroyable pour qu'effectivement ces pays-là deviennent plus autonomes par rapport aux structures traditionnelles, habituelles, qui jusqu'à présent ont imposé effectivement les conditions de financement. Et donc vous êtes exactement sur les thèmes sur lesquels nous sommes en train de travailler et de développer des initiatives avec donc des partenaires, puisqu'on ne peut pas travailler. Il ne faut pas oublier que l'Institut de la Méditerranée, FEMIS, et voilà, nous sommes l'équipe, donc on est trop peu nombreux, et donc nous construisons ces problématiques-là en partenariat avec d'autres institutions et d'autres acteurs. Donc on va avoir l'occasion de rediscuter ensemble là-dessus. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me suis permise de faire cet aparté sur ces questions-là. Merci à vos interventions. On va prendre quelques questions dans la salle. Nous avons déjà dépassé légèrement. Monsieur Garrigue, vous voulez commencer ? Oui.
Merci. Donc, Benoît Garrigue, je travaille pour la direction de la coopération euro-méditerranéenne du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier pour abonder la proposition de M. Van Hermen d'interpeller le président de la région avec des recommandations sur les modalités et le contenu des prochains financements européens en matière de climat en Méditerranée. Et pour préciser un petit peu les choses, l'interpeller, lui, c'est important, en ciblant spécifiquement ce qui relève, par exemple, de il est certes parlementaire européen, donc il peut y avoir une approche globale, mais la région a la responsabilité des fonds structurels, notamment, donc d'avoir une approche spécifique sur comment les fonds structurels et la politique de cohésion peut être intéressante, et par ailleurs, une approche spécifique sur les programmes de coopération territoriale européenne ou les programmes de voisinage. Donc d'avoir bien cette lecture, si c'est en votre capacité spécifique selon les outils. Aujourd'hui que le cadre financier pluriannuel a été dévoilé début mai, il commence à y avoir des analyses de la part des ONG du secteur, le Climate Action Network notamment, dont il est peut-être possible de se rapprocher pour croiser les enjeux. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je voulais signaler aux différentes personnes présentes ici que la région, que les conseillers régionaux vont être invités à voter fin juin un appel à projet de coopération décentralisée, de soutien à des initiatives de coopération décentralisée dans le secteur du climat. Donc, c'est encore au conditionnel jusqu'à fin juin. S'il est voté, il devrait permettre donc de soutenir des initiatives entre au moins un acteur du Nord, au moins une collectivité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il peut y avoir une association qui porte le projet, mais il faut qu'il y ait une collectivité impliquée, et une collectivité d'un des territoires de coopération de la région au sud de la Méditerranée, qui sont dans les pays en Arménie, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Liban, en Israël et en Palestine. Si cet appel à projet est voté fin juin, il devrait y avoir plusieurs réunions d'information début juillet sur le sujet. Enfin, la troisième chose que je voulais évoquer concerne la Méditerranée dans son ensemble et l'approche liée peut-être au processus de Barcelone. C'est quelque chose que j'essaie de semer dans différentes instances. Vous savez qu'en fin d'année dernière, il y a une loi qui a été votée sous l'impulsion de Nicolas Hulot pour interdire l'exploration des hydrocarbures en France et dans les eaux territoriales françaises. On sait que l'exploitation des hydrocarbures pose des problèmes de pollution, ça c'est une première chose. Par ailleurs, on sait que pour lutter vraiment contre le changement climatique, il faut qu'on laisse 80%, on dit ça, des réserves d'hydrocarbures dans le sous-sol, là où il est. Donc, eu égard à la situation spécifique de la Méditerranée en termes de hotspot sur le plan des impacts du changement climatique, de sensibilité aux pollutions diverses, peut-être d'une ambition particulière à porter sur l'atténuation du changement climatique, en tout cas qui est portée par le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec son plan climat voté en décembre dernier. Cette idée de promouvoir une interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en Méditerranée, moi je la propose à la réflexion et peut-être que des élus ou d'autres acteurs s'en saisiront et essaieront de la porter, de la faire avancer. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, Monsieur Massy ? C'est ça, merci. L'AVITEM, c'est l'agence des villes et des territoires méditerranéens durables. Donc on est en plein au cœur de cette sensibilité qui a été dégagée aujourd'hui. On parle depuis ce matin de mutualisation, de transfert d'expérience, de vision intégrée, de transversalité et un terme que j'ai beaucoup apprécié, c'est la complicité positive. Donc nous, à l'AVITEM, en fait, on travaille essentiellement sur 3 axes. Un axe autour de la formation sur l'ensemble de ces problématiques, eau, sol, agriculture, etc., au bénéfice des élus et des fonctionnaires territoriaux du sud de la Méditerranée essentiellement, mais pas que. On est porteur d'un certain nombre de projets européens. Donc, comme vous le savez, ça veut dire qu'il faut concourir et quand on concourt, il faut être capable d'être victorieux. Donc, en ce moment, nous avons 10 projets européens en cours,
10, dont un H2020. Pour faire vite, et ça porte sur les bâtiments à zéro émission, sur les plans de mobilité durable, sur l'agriculture urbaine, sur l'impact du tourisme de masse en Méditerranée, sur les risques hydrogéologiques, etc. Et puis le troisième sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui rejoint exactement ce sur quoi nous avons parlé, enfin ce sur quoi nous discutons depuis ce matin, c'est une expertise autour de la ville durable et inclusive. Et donc, en tant que, eu égard à l'ensemble de ces compétences, de ces expertises, nous souhaitons bien évidemment participer à cette grande réflexion qui a l'air de s'amorcer sous votre égide. Voilà, merci. Merci Pierre. De toute façon, nous avions déjà songé largement à intégrer la VITEM, bien entendu. Une autre question, mademoiselle? Oui, bonjour. Je suis Clémentine Larat, je suis en charge des questions de climat et territoire au GERES, qui est donc une ONG, groupe énergie renouvelable, environnement et solidarité, qui travaille à l'international, mais aussi en France. Et déjà, je voulais vous remercier pour la qualité des débats et des interventions, c'était très intéressant. Je voulais revenir sur la question de l'échelle pour construire, avoir une approche climatique intégrant à la fois les aspects d'adaptation et d'atténuation, puisque nous, c'est vrai qu'on est confrontés sur le terrain à ces enjeux-là. On a parlé des villes qui émettent 70% donc des émissions à l'échelle urbaine. Mais quand on parle d'adaptation, on parle aussi de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles. Donc l'échelle urbaine, elle semble moins adaptée. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais je me demandais si vous aviez autour de la table des éléments de réflexion autour de cette question de l'échelle et quelles recommandations vous feriez à un acteur de terrain comme nous qui porte des solutions techniques et qui a envie justement de passer à l'échelle sur ces questions de transition énergétique et écologique. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut laisser les speakers répondre très très rapidement? Qui veut commencer? Guillaume, tu veux commencer? Oui, merci. Alors, premier point, peut-être pour revenir sur ce qu'a dit Raymond, merci pour les recommandations. Le rapport qu'on a émis, c'est évidemment un rapport évolutif, c'est pour ça qu'on veut le faire évoluer au fil des ans. Vous verrez certainement des choses que vous auriez aimé avoir dans ce rapport, type l'utilisation des fonds climat européens à l'intérieur de l'Europe. Voilà, on ne peut pas non plus tout faire, il fait déjà 200 pages, donc lisez déjà ça et vous nous direz ce qui manque après. Mais évidemment, sur le portage politique, alors je ne suis pas un spécialiste dans le portage politique, ça sera plutôt Stéphane, mais bien entendu qu'on veut porter ça au plus haut et que ces recommandations, elles sont faites justement pour guider les politiques. Donc pour ça, on a besoin aussi de créer des synergies avec des acteurs qui ont ce portage et qui peuvent permettre justement de porter les recommandations qu'on a fait dans ce rapport. Très très vite parce que... Ah, très vite, pardon. Ouais. Sur la question de l'échelle, bon, on pourra en reparler avec notre collègue du GRS. Pour ce qui est de la mise à l'échelle des solutions techniques, ça, il y a énormément de choses à explorer. Ça va dépendre aussi de la solution. Déjà, il faut la faire connaître, il faut se mettre en concertation, etc. Donc, c'est une question qui est extrêmement complexe. Et pour la bonne échelle pour mettre en œuvre des politiques climat, je pense que toutes les échelles sont bonnes, en fait. Donc, ça dépend aussi de... C'est une question complexe, et là, j'ai qu'une minute, donc il faudra en rediscuter un petit peu. Voilà, merci. Constantin, juste 2 petites minutes. 1:30. Oui, juste pour réagir par rapport au point de M. Van Hermen, vous avez totalement raison sur la question de l'innovation financière et le besoin justement de financement pour le climat, mais plus généralement pour les questions sociales. Et cette question-là est au centre de nos préoccupations. Nous, initialement, nous sommes des chercheurs en économie, mais progressivement, nous avons adopté cette approche écosystème. Approche écosystème, notamment dans la question d'entrepreneuriat social. Nous avons travaillé avec la Banque européenne d'investissement en 2014. Nous avons produit un rapport qui faisait un mapping dans chaque pays du Maghreb du potentiel en termes de création d'emplois et en termes de croissance de l'entrepreneuriat social. En développant l'entrepreneuriat social, les coopératives, les associations, le social business, qu'est-ce que cela engendrerait en termes d'emploi et en termes de croissance? La Banque européenne d'investissement a été enchantée par cette initiative. Ils avaient songé, via le fonds FEMIP, de mettre en place une Social Impact Envelope qui ensuite disséminerait des fonds, notamment dans les institutions de microfinance en Tunisie
et dans les autres pays. Pour l'instant, c'est un stand-by, mais c'est une véritable réflexion qui a été initiée. On a vu que, suite à l'impulsion de ce rapport, la Commission européenne a lancé notamment un grand appel d'offres sur l'émergence d'écosystèmes d'entrepreneuriat social au sud de la Méditerranée. Donc, ils nous ont dit directement que vous êtes sur la bonne voie, il faut continuer sur cette thématique-là. Et donc, actuellement, nous réfléchissons sur la mise en place de ce qu'on appelle un Social Stock Exchange, qui serait une sorte de mapping des acteurs mezzo, de tous les acteurs de finances sociales, que ce soit les acteurs de Social Impact Finance, Green Impact Bonds, crowdfunding, etc., les banques éthiques et participatives qui émergent de plus en plus, qui sont issus aussi de la finance islamique. Nous voulons faire un mapping de tous ces acteurs mezzo et ensuite les confronter justement aux structures qui sont en besoin, qui sont souvent à lucrativité limitée, mais qui ont un fort impact en termes de développement d'emploi et d'inclusivité dans les territoires. Et bien évidemment, il s'agit d'agir sur 3 niveaux. Le mezzo, comme je vous ai dit, le micro, mais aussi le macro, pour monter, faire des panels de plaidoyer ou agir pour les possibles, comme dirait Stéphane Poufari, pour sensibiliser sur les 3 plans. Donc je vous invite justement à discuter davantage sur cette thématique-là pendant le repas. Merci Constantin. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux questions qui ont été posées? Peut-être seulement offrir l'espace de dialogue entre les gouvernements, la société civile et ceux qui financent les projets, comme la Banque mondiale l'avait au sein du CMI, pour continuer la discussion et le partenariat avec vous. Je suis bien d'accord avec la problématique de la mise en échelle. Je pense qu'il faut absolument qu'on se concentre sur les éléments qui pourraient nous aider à cette mise en échelle. Donc, seulement pour vous offrir notre espace de dialogue. Merci. Merci. Voilà, pareil, sur la question de la mise en échelle, pour nous, c'est une préoccupation qui est constante. Et l'impression que j'ai pour travailler depuis quelques mois sur ces problématiques, c'est que le plan bleu, comme le plan d'action pour la Méditerranée, travaille à l'échelle régionale. Mais même à cette échelle régionale, on se nourrit d'expériences locales et des échanges qu'on peut avoir avec des acteurs locaux. Et dans le cadre du travail sur la prospective, on voit bien qu'il va être extrêmement... Enfin, que s'il y a une demande de démarche participative, c'est aussi pour qu'il y ait une implication d'acteurs qui ont beaucoup à dire et qui ont beaucoup à faire dans la construction de cet avenir du développement durable que sont les territoires. Donc voilà, je crois que la question du lien entre les échelles et de la façon dont on organise ce lien, y compris dans un travail de diagnostic, comment est-ce qu'on identifie les facteurs de blocage pour le passage à l'échelle, comment est-ce qu'on anime, comment est-ce qu'on facilite, c'est des questions extrêmement importantes pour nous. Merci. Jacques Bucky, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ça fonctionne. Oui, pour répondre à la question qui est souvent posée du territoire pertinent, c'est un sujet qui a traversé tout le débat national il y a quelque temps. Il y a une réponse qui, nous le pensons, est pertinente. C'est qu'en fait, quand on observe le territoire, il y a des réalités techniques et climatiques qui font la décision, voire même politiques. C'est clairement la région. Parce que la région, c'est un réseau pertinent, un climat particulier et le potentiel politique pour mettre en place des politiques de solidarité sur le territoire. Chose qui est impossible à l'échelle de la ville, même si c'est là que tout se passe. Chose qui est difficile à l'échelle d'un département et qui devient tout à fait pertinent à l'échelle régionale. Merci Jacques. Vous vouliez juste rajouter un dernier mot? Oui, c'est surtout une réflexion. J'ai trouvé que c'était fort intéressant, les différents échanges, et sur le fond, je suis d'accord. Mais je voudrais me présenter, Annick Delay, et je représente le collectif Climat du Pays d'Aix et Pays d'Aix Écologie. Et on a été un peu choqués par le terme moteur pour l'attractivité du territoire. On ne peut pas dire que le changement climatique peut être attractif pour les territoires. Alors je sais que pour en avoir discuté que c'est un peu provocateur, mais c'est une provocation qui aurait peut-être pas dû quand même s'écrire. Quand on parle d'opportunité aussi, comme l'a
fait plusieurs fois Monsieur Guillaume de la Boulay, ce n'est pas des opportunités, c'est des défis, c'est un grand défi qui nous est donné, et principalement en Méditerranée, et on ne peut pas dire ce sont des opportunités. Et quand effectivement vous marquez opportunité considérable de redéfinir une vision globale, oui, il faut redéfinir une vision globale, mais c'est un défi et ce n'est pas une opportunité. Il faut garder en tête que nous travaillons prioritairement sur les pays méditerranéens. Et les pays méditerranéens sont des pays en transition, sont des pays en développement. Et on ne peut pas traiter uniquement la question climatique, comme on l'a souligné, uniquement en termes de contraintes. Tout l'intérêt du débat qu'on a eu, c'est de s'apercevoir qu'on partage cette vision commune qui est de réintégrer les questions climatiques dans les questions de développement, de croissance, donc des problèmes de traitement, des problèmes sociaux. Donc, du coup, il faut réintégrer, et pour nous, c'est une priorité absolue, d'intégrer les questions climatiques dans une problématique plus large de développement social. C'est ce qui explique notre positionnement. Antinomique, hein, mais c'est le terme moteur pour l'attractivité des territoires. Donc, il manque lutte contre le changement climatique ou quel défi économique, puisque ça tourne évidemment beaucoup autour de l'économie et des finances, ce qui est tout à fait compréhensible et qui est même tout à fait nécessaire. Hein. Mais le terme attractivité, voilà, c'est malheureux. Ça ouvre aussi des perspectives de débat autres que ceux que l'on a l'habitude d'entendre aussi. Merci en tous les cas. Merci à nos 5 intervenants, à nos 5 speakers. C'était très, très intéressant. Merci aux questions, à l'ensemble des questions, à l'ensemble des réflexions.